quartier de vous organiser cette visite, donc le Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge. Société historique du Cap-Rouge également, il y a M. Carl Lavoie qui est avec nous, qui représente, Madame également. pas parler, moi. Et donc, ce sont avec peut-être aussi l'aide de l'organisme du bassin versant de la capitale, qui s'est occupé de la publicité et des inscriptions. Les trois organismes qui vous souhaitent la bienvenue ce matin. Le lieu physique, parce que le Cap-Rouge existe, il est à l'embouchure d'Anse du Cap-Rouge. Et c'est le grand cap, le promontoire dont vous parliez tantôt, où il y a eu des fouilles archéologiques. Ce Cap-Rouge-là donne ou retentit sur à peu près tous les éléments physiques du coin. La rivière s'appelle du Cap-Rouge, le promontoire du Cap-Rouge, il y a un certain nombre de choses. Mais les gens aiment ça, tromper la population comme ça. Rajouter un petit peu de complexité, là, ça fait du bien. En tout cas, bon, j'ai envie de savoir. C'est là qu'on voit si les gens sont éveillés, s'ils disent du Cap-Rouge ou de Cap-Rouge. Là, on voit s'ils ont acquis la culture nécessaire. Alors ici, on est dans le parc des sentiers de la rivière du Cap-Rouge. C'est un parc qui a été constitué par la Ville de Québec après avoir, dans un premier temps, protégé les berges de la rivière. Ce sont en fait des parcs linéaires. C'est la même chose que l'on voit aussi dans d'autres rivières de la région. Ce sont d'abord l'application d'une réglementation sur les berges des rivières, sur les rives, qui oblige la protection du premier 15 mètres de rive le long des rivières, de chaque côté. Dans ce 15 mètres qu'on appelle la rive, il y a des restrictions d'aménagement depuis l'adoption par le gouvernement du Québec de la politique sur les rives et sur les littorales, sur la protection des rives, des littorales et des plaines inondables, pour dire le nom complet. Et aussi par l'application des municipalités. Depuis ce temps, les responsabilités ont été transférées vers les municipalités qui sont obligées de voir à la protection de ces rives. Alors, le littoral lui-même, l'endroit où est l'eau, est protégé, de même que les rives. Ça a créé donc une occasion de développer un peu partout dans nos municipalités, dans le sud du Québec, des parcs linéaires. C'est-à-dire que ces bandes riveraines qui sont désormais protégées de toute utilisation deviennent des milieux naturels dans lesquels on peut aménager des accès, par exemple des sentiers riverains, quelques escaliers. Mais vous voyez que sur la rivière, dans cette section-ci, il n'y aura pas de développement de style, pas de quai, pas de déplacement avec des embarcations à moteur, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'endroit où les embarcations peuvent s'arrêter. Notre sortie donc dans ce parc des sentiers de la rivière du Cap-Rouge va se faire en 3 temps. On va vous parler un peu de la vie dans la rivière, donc une rivière qui déborde de vie. Je vais vous parler par la suite des mouvements que l'on perçoit dans la végétation riveraine. Et puis Carl terminera à la fin de l'excursion avec le vivant et le bâti du secteur. Alors, je vais passer la parole d'abord à Andréane et à Valérie qui vont venir vous parler de la rivière et de la vie qu'on y trouve. Oui. Alors moi, le sujet dont je vais vous parler, ça va être la dynamique de la rivière. Parce qu'il faut savoir qu'une rivière comme celle du Cap-Rouge, elle va se modifier dans le temps, dans l'espace. Et il y a plusieurs facteurs qui vont affecter la rivière. On va parler notamment de la topographie, donc tout ce qui est relief, ça va affecter le cours d'eau. On va parler aussi de la géologie, donc on a un sol qui est rocheux, plus sableux. Il y a tout ce qui est l'aspect historique avec les déplacements de glaciers. Ça va déterminer est-ce qu'on a des blocs, est-ce qu'on a encore du sable dans le fond de la rivière. Ça a une conséquence. On va avoir aussi l'occupation du territoire. Est-ce que c'est une zone qui est urbaine? Est-ce que c'est une zone qui est agricole ou encore une zone forestière? Tout ça va avoir un grand effet sur la rivière et notamment le bassin versant. Donc le bassin versant, ça va être l'ensemble des cours d'eau qui vont se jeter dans un plus grand cours d'eau. Par exemple, si on prend le bassin versant de la rivière du Cap-Rouge, on parle d'environ 80 km². La rivière en tant que telle mesure à peu près 20 km de long. Dans son bassin versant, l'origine, ses ruisseaux initiaux se trouvent au Mont-Bel-Air. On recule quand même assez loin de Québec. Et ça va être une zone qui va être forestière. On va parler aussi d'un sol qui est rocheux. Donc, ce qu'on va retrouver là, ça va être
des ruisseaux qui vont descendre en petites cascades et sur des roches. Ces ruisseaux-là vont arriver dans le milieu qu'on va dire un milieu agricole. Ce qui est particulier avec le milieu agricole, c'est qu'il y a eu beaucoup de modifications du tracé de la rivière. Il y a eu pendant quelques années, il y a eu beaucoup de financements donnés pour redresser le cours d'eau, pour simplifier le drainage des terres. Puis on a une photo aussi pour montrer un peu. On peut la passer, mais je pas dit. Donc, dans les années 50, le cours d'eau était plus méandreux, sillonnait la plaine et avec la linéarisation du cours d'eau, on se retrouve avec un cours d'eau beaucoup plus droit, comme je disais, pour favoriser le drainage, l'utilisation du drainage. Ça a été fait, excusez, manuellement, là, ça a été fait à la machine. à la machine. Oui, c'est classique. L'influence de l'homme. OK. Ouais. C'est quelque chose qui a été fait. Oui. Oui. Maintenant, oui, c'est interdit, ça serait interdit. Aujourd'hui, ça dit que ça ne serait pas interdit, mais il n'y a plus de financement, donc ça ne se fait plus. C'est sûr que ça serait contre-productif. Ouais. Comme on voit en 1948, avec le temps de le courant devait être très différent. Exactement. Là, ce qui arrive, c'est qu'on a toutes ces petites cascades-là qui arrivent du milieu forestier, ils ont une certaine vitesse. Et là, on arrive, c'est la plaine agricole. Maintenant que c'est une ligne droite, c'est une haute vitesse, on va avoir beaucoup d'érosion et éventuellement beaucoup de pertes de sol agricole aussi. Par la suite, ce qui va arriver, on va tomber en milieu urbain. Vous avez la transition ici. Ici, on a le rang Saint-Ange qui est à cette hauteur-là, Wilfrid-Hamel ici, la rivière qui arrive ici du milieu agricole. On voit bien avec les terres agricoles. Puis on rentre tout de suite en milieu urbain. Tout de suite une différence. Et après le milieu urbain, on va se jeter dans le Saint-Laurent. La rivière va se jeter dans le Saint-Laurent. Et maintenant, je passe la parole à Valérie. Donc c'est ça, la rivière quand même sur une vingtaine de kilomètres, elle présente différents faciès d'écoulement ou types d'écoulement. Comme on a dit, avec la linéarisation, ça a modifié le type d'écoulement. Donc les différents faciès qu'on peut rencontrer, on a parlé un peu de cascades rapides, plus je regarde là-bas parce que c'est plus en amont dans le bassin versant. Les substrats sont aussi, comme l'a mentionné Andréane, sont plus grossiers. Plus qu'on descend, le type de substrat de la rivière devient plus des gravelles, des galets. Pour s'en venir ici, on en retrouve encore un type de substrat gravelleux. Et de plus en plus, le type de substrat devient plus fin. Donc on s'en va vers un type de sédiment plus fin, un mélange aussi. Donc ça fait en sorte que la rivière est très diversifiée en termes d'habitat. Je parle d'habitat du poisson. Donc ça crée différents types d'habitats qui vont être utilisés par le poisson. Donc les milieux, par exemple, qui vont être plus gravelleux, sont plus propices pour certains poissons pour la fraie. Il y a certains milieux, par exemple, comme des fosses qui vont être plus profondes, qui vont servir pour des aires de repos pour les poissons, des refuges thermiques. Lorsque les températures sont très chaudes, ça fait des zones plus fraîches pour le poisson, des aires d'alimentation. Donc, c'est différents types d'habitats qui sont utilisés par le poisson, qui sont importants pour la dynamique et qui remplissent différentes fonctions écologiques. Donc, c'est quel type de poisson que vous pensez qu'on trouve ici ou que vous savez qu'on trouve dans la rivière Cap-Rouge? Il y a la truite mouchetée, l'orme de fontaine, qu'on trouve. Il se retrouve plus en amont, dans les parties un peu plus fraîches, à part ça. Est-ce qu'il peut y avoir du saumon? Pas ici, non. Le saumon, il se retrouve pas ici. C'est pas le type de sol, parce que normalement... C'est pas associé à son milieu aussi. Oui, c'est ça. Il y a du doré jaune qui vient du fleuve, qui vient s'alimenter dans la rivière. Il y a le meunier rouge, pardon. Jusqu'où il monte le doré? Jusqu'où exactement, je ne pourrais pas dire, mais il vient se promener dans la rivière pour s'alimenter. Il est principalement associé au fleuve. Il y a deux interceptions sur la rivière, des digues, qui constituent des barrières plus ou moins franchissables selon les espèces. Alors, donc il y a une digue qui est située un petit peu plus en aval ici, près du, ce qu'on appelle le pont du domaine. Il y en a un autre sur le bord Wilfrid-Hamel, plus au nord, au contact entre la ville et le milieu agricole. Alors, en fonction de ces trois sections, on peut dire la section fluviale, plus basse, la section mitoyenne ici, puis ensuite la section amont, qui est au nord du bord Hamel. On trouve des espèces différentes qui se rendent à différents niveaux en fonction de leur capacité de surmonter les seuils en question. Exact.
n'y a pas de passe migratoire ici. Donc les poissons ne peuvent pas remonter. La pêche est permise? Oui, la pêche est permise ici. Ouais. Il y a aussi l'épinoche à 3 épines. C'est un petit poisson. Je vais vous le faire passer parce que l'image n'est pas très grande. Donc, c'est un petit poisson qui a effectivement 3 épines sur le dos. Donc ici, on voit le mâle qui fait le nid. Donc, il fait le nid pour préparer le nid pour la ponte des œufs par la femelle. Il va ensuite garder les œufs. Donc, c'est un peu particulier. C'est le mâle qui va protéger les œufs. Il y a aussi l'omisco, qui est un petit poisson d'une dizaine de centimètres qui a des caractéristiques de la truite et de la perche, des perches. Omisco. Je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas ici. Ensuite, on a le meunier rouge, je ne l'ai pas ici. Donc, c'est un poisson qui va aller frayer un peu plus en amont, au fond gravelleux. Les graines meurent pour la plupart, mais certaines vont germer, former des semis, et ces semis vont être capables de pousser à l'ombre des arbres plus vieux. Et ce sont eux qui, un jour, lorsque l'arbre va mourir, vont prendre le dessus. Donc, on appelle ça, ce sont des végétations stables, et elles sont formées ici de plusieurs espèces, dont celle que vous avez juste la plus proche, l'arbre qui est juste au-dessus de nous, par exemple, c'est le pine de Pennsylvanie. Et vous avez aussi, on va remonter l'escalier, je vais continuer à vous montrer la végétation de la partie. Son petit copain qui continue à être présent souvent avec nous, c'est l'orme d'Amérique. Vous avez un jeune orme juste ici à côté de moi. Et les ormes atteignent plus aujourd'hui des tailles beaucoup plus grandes que celle-ci parce que assez rapidement, comme vous le savez peut-être, ils sont affectés par une maladie fongique qui s'appelle la maladie hollandaise de l'orme, qui les tue de façon systématique à partir de l'âge de 20 ou 30 ans. Donc l'orme aujourd'hui est toujours présent dans la Fresnaye, il est toujours trace de stabilité parce que c'est un arbre capable de se régénérer à l'ombre, mais malheureusement les maladies fongiques ou maladies, c'est une maladie qui est d'ailleurs introduite d'ailleurs, qui est une maladie exotique, qui va faire de l'orme davantage un arbrisseau plutôt qu'un grand arbre, parce qu'autrefois, et Carl probablement l'aurait dans les vestiges, toutes les historiques, non seulement de la ville de Québec, mais partout le sud du Québec, les ormes sont de magnifiques et majestueux arbres qui peuvent atteindre 2 mètres de diamètre. On les voit d'ailleurs là où ils sont protégés, comme sur les parcs des champs de bataille, par exemple, vous avez des très gros arbres. Alors, en milieu naturel, malheureusement, c'est terminé. Ça se fait plus. Un arbre comme celui-ci, bientôt va être attaqué par une maladie fort probable. Est-ce que ce sont tous les de l'homme ont été plus agressifs. On a probablement ici détruit la surface du sol. Il y a eu des travaux, peut-être parce qu'on y a installé de la tuyauterie. En fait, tout le profil sur le bord des rivières, le profil des sols est reconstruit par l'homme. Les infrastructures municipales, l'ingénierie ici, y a passé le long de la rivière de multiples canalisations. Alors donc maintenant, ça semble naturel, mais si on était venu il y a 50 ans, peut-être qu'ici, il y avait un grand tuyau qui passait, puis plus d'arbres du tout. Alors, on ne sait pas pourquoi ça a été perturbé, mais c'est peut-être des événements de ce type-là. Tout le milieu ici, il y a une dizaine d'années, était déboisé. Et ce qui poussait pour profiter de la lumière, parce qu'évidemment, c'était très lumineux, c'est cette plante, qui est une plante de jardin qui s'appelle la consoude officinale. Alors, la consoude, c'est une espèce horticole qui produit des fleurs, mais qui produit aussi des feuilles comestibles et qui était très utilisée depuis l'Antiquité. Les Grecs la connaissaient déjà et l'utilisaient dans l'alimentation. On peut en nourrir le bétail, ça fournit des fleurs, donc on les transporte à travers le monde depuis près d'un millier d'années dans nos voyages. Et ici, en Amérique du Nord, elle occupe de façon stratégique les endroits perturbés qui sont près des jardins. Alors, c'est donc certainement échappé du jardinage en milieu urbain et ça colonise les berges de la rivière partout où il y a des perturbations. Alors ici, on avait une grande colonie de consoude. Vous voyez d'ailleurs qu'elle n'est pas totalement disparue. On en garde encore un bon souvenir dans les portions les plus lumineuses. On a essayé de s'en débarrasser parce que c'est quand même une plante exotique qui jure dans le caractère naturel de la bande riveraine. Ici, est-ce que le parc, les aménagements du parc ont pu créer? Ici, tout ça a été construit au bulldozer, évidemment. Vous pouvez vous imaginer qu'il y avait beaucoup
de coupe forestière, beaucoup de travail de sol. Alors, ça a créé à certains endroits des milieux beaucoup plus perturbés où les sols ont été bouleversés. Et vous voyez les espèces qui reviennent lorsqu'il y a beaucoup de lumière, comme ici, évidemment, c'est très lumineux. Alors, vous avez le peuplier fautrande, qui est une espèce qu'on voit davantage ici. Ce sont des espèces à croissance rapide. Dès qu'il y a de la lumière et de l'espace, ils vont se régénérer. Ils produisent des graines par milliers lorsque les fleurs viennent à maturité. Alors, ils vont très très rapidement. On dit que ce sont des espèces pionnières, opportunistes. Vous voyez, le mot opportuniste veut dire dès qu'il y a une opportunité qui s'ouvre quelque part, une petite perturbation, rapidement les graines y germent et les espèces se développent. Le peuplier fautrande est comme ça. Le bouleau à papier que je vous ai montré tantôt, on va en trouver un petit peu aussi derrière. On en a un qui est juste là, derrière dans le talus. Alors ensemble, peuplier et bouleau sont des signes de perturbation importants. Il y a eu des trous de lumière importants, mais là on comprend qu'on est en bordure du parc, c'est normal. Mais ça, ce sont, si vous avez des milieux naturels, que vous voyez des présences de frondes et de bouleaux comme ça, c'est des signes de forte perturbation. Ça va? C'est juste le grand, c'est ça. De frêne de Pennsylvanie. C'est une menthe, ça? Oui. Donc là, ici. Si vous étiez attentif, là, vous poseriez une question, vous diriez normalement il y a quelque chose qui ne marche pas dans tout. On va attendre. Parce qu'il y a un frein ici qui... Moi, je vais vous la poser la question qui... Qu'est-ce que c'est cloche? Cloche. Si vous avez des arbres comme le frêne de Pennsylvanie qui aiment l'ombre et qui réussissent à se régénérer dans le sous-bois, si vous avez des espèces de lumière comme le bouleau à papier qui sont capables de pousser en pleine lumière, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de bouleau à papier le long de la rivière où il y a plein de lumière, vous savez, là on est dans la bordure, il y a de la lumière en quantité. Pourquoi est-ce que le bouleau, le frêne, ne sont pas en bordure de la rivière? Parce que c'est ce côté... Il n'y en a pas plus de l'autre nord, côté, hein? on est du côté nord. Non, il n'y en a pas plus de l'autre côté. Vous voyez, il y a le bouleau, le peuplier qui était abondant sur la terrasse en haut, ne se retrouvent pas en pleine lumière le long de la rivière. Il y a quelque chose qui les empêche de se réunir. Alors, effectivement, il y a de la lumière, mais l'espèce de lumière l'espèce de lumière qui prend la place, ici, à la place du bouleau ou du frêne, c'est le saule fragile. Vous avez deux saules arborescents dans le sud du Québec qui sont spécialisés le long des rivières. C'est le saule fragile et le saule blanc. Ce sont deux saules introduits d'Europe et qui ont été naturalisés sur de longues périodes, là, sur près de 300 ans. Les saules se sont répandus le long du Saint-Laurent et de toutes les rivières. Alors maintenant, ce sont des éléments naturels. Alors le saule, lui, il est spécialisé aux bordures de rivières où il trouve la lumière dont il a besoin pour pousser. Et il est beaucoup plus adapté que le bouleau ou le frêne aux bordures de rivières pour une raison particulière, c'est que les rivières elles-mêmes sont source de perturbations. Les bouleaux et les trembles sont incapables de pousser le long de la rivière parce que la rivière, lorsqu'elle déborde, lorsqu'elle charrie de la glace au printemps, au moment de la débâcle, ils vont abîmer les arbres qui sont en bordure de la rivière puis les faire mourir. Alors, il faut donc des arbres qui sont résistants à l'abrasion mécanique causée par la rivière. Lorsque la rivière est en crue au printemps, je répète, elle charrie des glaces, mais peut aussi charrier des arbres tombés, des roches. Les rochers même peuvent rouler dans la rivière. Et ça amène en bordure beaucoup d'abrasions. Les arbres que l'on voit sur le bord des rivières ont souvent des cicatrices. Leur écorce est éclatée, parfois même le tronc va éclater.
de sorte que ça prend en bordure de rivière des espèces qui sont capables de réagir adéquatement à une telle perturbation, à une telle blessure, des blessures fréquentes. Et le saule est l'espèce la mieux adaptée dans cette situation-là. Vous savez, les saules, dès que les branches touchent au sol, les branches vont bouturer. D'ailleurs, on utilise en agriculture ça depuis toujours. On coupe les branches de saule, on les plante dans le sol directement, puis c'est parti. L'arbre va retiger. C'est-à-dire dès que les bourgeons qui sont sous l'écorce du saule entrent en contact avec l'humidité du sol, vont produire des racines. Ce sont des bourgeons dormants partout à l'intérieur de l'écorce. Entre le bois dans lequel la sève circule et l'écorce, vous avez des bourgeons qui sont partout dormants et qui ne demandent qu'une chose, perturbez-moi, blessez-moi et je vais réagir pour former une nouvelle tige. Alors, ici, quand on nous demande de regarder autour de vous, ici, on est sur on vient de franchir un petit pont. Vous avez vu comme il y a comme un petit bras qui s'avance comme ça. Si on regarde d'en bas, on va s'arrêter plus loin. Face à ce buton-là, ben, si vous allez voir plus loin un petit peu, il y a des rocailles, des grosses rocailles qui sont accumulées. Vous avez la même chose en face, peut-être un peu plus loin. Ça, se trouve être une chaussée pour amener l'eau à un moulin. Je vais en profiter pour rester ici, résumer rapidement ce qu'on a vu à date. Je vous ai dit, est-ce que la forêt est naturelle? Moi, je conclus que oui. C'est sûr qu'elle n'est pas aussi vieille que les forêts anciennes, mais c'est des arbres relativement jeunes. Mais c'est une forêt qui a quand même un caractère naturel parce qu'on reconnaît que les arbres qui poussent sont en grande partie atteints un stade de stabilité, sont capables de se régénérer sous leur propre couvert, et donc ça, c'est dominé par des processus naturels. Par contre, il y a au-delà du fait que l'homme pourrait ne plus avoir trop d'influence directe sur la bande riveraine parce qu'on n'y coupe plus de bois, si on fait exception des bouleaux et des trembles qu'on voit en bordure, le reste est naturel, mais la menace provient maintenant de l'extérieur. Je vais parler tantôt de la maladie hollandaise de l'orme. C'est une maladie qui est introduite d'Europe, qui est arrivée dans les années 1940 environ au Québec, introduite d'abord aux États-Unis puis en provenance d'Europe, et qui migre au Québec pour atteindre l'ensemble de la forêt tempérée décidue. Aux alentours de 1990, les derniers ormes au nord du Québec étaient déjà malades. Alors, depuis ce temps-là, les grands ormes sont disparus et il reste de jeunes ormes. Cette maladie fongique, elle existe aussi chez d'autres essences, d'autres maladies similaires, pas la même, mais similaires, causent des dégâts encore plus importants, notamment chez l'essence que vous avez juste ici derrière. On ne l'a pas vu jusqu'à présent, ça c'est le noyer cendré. Le noyer cendré, c'est une espèce indigène de noyer en Amérique du Nord qui donne ce qu'on appelle la noix longue. Alors, il y a plusieurs sortes de noix au Québec. Il y en a en fait 4 espèces d'arbres qui donnent des noix. Mais celle-là, c'est la seule qui donne une noix comestible et qui a été longuement prisée par les premiers colons pour la récolte des noix. Et donc, c'est un arbre qui aussi a été cultivé. Je pensais que le noyer va disparaître. Je vais vous donner quelques informations aussi sur la grippe du frêne. C'est une autre source de perturbation importante. On en a parlé vite tantôt. Je voudrais juste vous dire que la grippe du frêne, c'est un insecte exotique qui est introduit aussi en Amérique du Nord assez récemment, aux alentours des années 90. Il est arrivé au Québec en 2008 et à Québec l'an dernier, en 2017. Donc la grille prend quelques années pour se développer et se régénérer à l'intérieur du tronc des arbres. C'est un insecte qui pond ses œufs à l'intérieur de l'écorce. Les larves se développent dans le bois sous l'écorce, vont complètement annuler l'arbre, c'est-à-dire prive l'arbre de sa canalisation, puis il fait en sorte que l'arbre, à un moment, devient desséché, il n'est plus capable de faire circuler sa sève. Les insectes vont ressortir de l'arbre après quelques années et coloniser de nouveaux arbres alentours. Donc, il y a un cycle
de colonisation, dégâts et transport vers d'autres arbres à infecter qui durent de 2 à 3 ans. Généralement, après 5 ans, c'est ce qu'on voit dans les régions de l'Amérique du Nord qui ont été affectées jusqu'à présent par la grille du frêne. 100% des arbres meurent à l'intérieur d'une période de 5 ans. Donc, si vous voulez, on va revenir visiter ici la forêt dans 5 ans et je vous garantis que 100% des frênes vont être mourants ou morts. C'est le plus grand désastre qu'on peut imaginer qui peut arriver à cette forêt-là qui aujourd'hui a acquis une certaine naturalité, qui a été protégée, puis il y a eu des grands efforts qui ont été faits pour la protéger. Et puis là, tout ça risque de partir en fumée très rapidement à cause de la grille du frêne. Alors, vous avez une forêt ici, 80% des arbres sont des frênes. Donc, on va dire seulement les arbres naturels, il y a 20% seulement de couverts qui correspondent. Le reste, ce sont des apports de lumière. L'arbre, c'est de la lumière ici. Et qu'est-ce qui va revenir avec la lumière? Bouleau. Pas d'érable, non. Bouleau, tremble, mais surtout beaucoup d'herbacées. Des herbacées comme la consoude, des herbacées peut-être comme celle que vous voyez ici sur les berges aménagées. Alors celle que vous voyez, la grande, on peut s'en approcher. Là, ça c'est la pétasite du Japon. Pétasite du Japon géante parce que c'est une plante qui peut atteindre 2 mètres de hauteur avec des feuilles, comme vous voyez, qui peuvent faire près de 80 cm de diamètre. C'est une plante ornementale qui provient du Japon. Les Japonais l'utilisent dans l'alimentation. C'est une plante qui est comestible et qu'on sait aussi qu'elle est aussi cancérigène aujourd'hui. Donc, il y a des choses comme ça avec les Japonais qui changent très lentement. Hein? Alors, si vous allez au Japon, faites attention à ce que vous mangez dans les soupes. Alors, c'est donc une plante qui est cultivée, qui est consommée et qui est plantée, souvent qui va être échappée des jardins. Ici, c'est probablement le cas. C'est une pétasite qui devait avoir été plantée ici à des fins ornementales. Et c'est joli, mais dangereux. Parce que si les frênes meurent, il y a des espèces comme ça qui vont envahir le Alors, d'abord, il faut faire remarquer que jusqu'au milieu du 19e siècle, à peu près, Caprouge, c'était des terres agricoles qu'il y avait ici. C'était en campagne. C'est pas longtemps qu'on s'est développé. On était en campagne. Et ça faisait partie, à l'époque, ça faisait partie de la seigneurie de Godorfield. Vous avez entendu parler. Il y a des rues qui s'appellent comme ça, Godorfield, Champigny. Et la limite nord de la seigneurie, ça correspond à la rue de la Poterie, Jean Gauvin. Jusqu'en haut, de ce côté-ci, c'est Godorfield. La limite de ce côté-là, j'ai un trou de mémoire, mais ça comprend le cap en haut ici. Puis pour aller plus loin, le restaurant chez Victor, là, qui est l'ancien Saint-Félix, juste à côté, c'était la rue de la Poterie, c'était la seigneurie de Godorfield qui montait comme ça. Alors, comme dans toute bonne seigneurie, le seigneur était tenu, lui, de fournir un moulin banal pour moudre le grain que les agriculteurs produisaient, puis lui il avait droit à une part de ça. Alors, le premier moulin banal qui a été construit dans le coin ici, c'est de l'autre côté de la rue ici, au coin de la rue du Moulin, ici, on voit juste le côté du pont en fait. C'est un grand bâtiment qui avait 50 pieds par 30 de longueur, 18 pieds de hauteur, 2 étages, plus les combles qui étaient occupés par la famille qui demeurait là. Meunier, tout ça. Ça avait une grande roue de 14 pieds. Alors, pour emmener l'eau à un moulin, ça prend de l'eau pour faire tourner la grande. Il y avait des grandes meules de 4 pieds, 4 pieds et demi de diamètre à ce moment-là. Ça, c'est fait avec de la pierre qui vient de une pierre spéciale, quelqu'un qui vient de France. Les meules viennent toutes de là. Quand on parle de pierre meulière, ça servait à faire les meules, ça venait de France. Est-ce qu'on fait d'où seulement en France? Ça s'en nomme les Bernards. Il y a une place, là, c'est loin, j'ai pas poussé ma...
la recherche là, mais c'est juste un outil comme ça. Mais ça vient tout de France à ce moment-là, puis je suis devenu français. Puis il est mentionné entre autres que si jamais on ne peut pas trouver avoir la pierre tout de suite à cause du transport, des délais ou quelque autre raison, ils font temporairement ils utilisent de la pierre ici. Alors, c'est une pierre qui est quand même assez résistante, assez molle pour pouvoir brûler une œuvre, mais aussi pas trop dure pour détruire le reste. Là, c'est vraiment pittoresque, là, toutes les arbres. Puis le chemin il continue en fait ici. Fait que la construction du viaduc, du pont, a coupé la partie de tracé qui mène à l'autre bord. Ça serait intéressant de faire un escalier de chaque côté puis de faire une traverse directe. Continuer un beau paysage qui reste pittoresque. C'est probablement les riverains qui ne sont pas intéressés. C'est ça, les riverains d'un toit. On avait parlé de la canalisation qui se continuait sur le long de la rue. C'est encore là. Le paysage en gros. Probablement que de ce côté-là, on a conçu, on a vraiment blessé. On va déposer un peu un petit peu, j'aimerais mieux voir. Vous avez une fourche juste devant vous, une espèce de fourche, ça part vers la droite, et ça part tout droit, ça c'est une île qui est entre les deux. Nous, on est ici, sur le plan, on est ici, on se met en plan. Okay, on se met autour du plan, là, tout le monde. Nous, on est à peu près ici. OK? Fait que ce qu'on voit là, le long de la rivière, c'est le chenal qui passe autour de l'île Hermine qui est ici. On voit qu'il y a un petit bras qui part par là. C'est ça ici. OK? Fait que ça, probablement, ça a été tout reblayé, en bonne partie. Fait qu'on voit en photo aérienne, on voit la rue du Moulin, l'autre côté de l'autoroute. Ah oui, on voit la digue, j'ai parlé de la digue, donc jusqu'à la digue, la marée remonte tous les jours, des fois par jour. Donc ça c'est des zones qui sont inondables lors des marées hautes. Ça fait que côté nature, ça va. Côté historique, on voit, j'ai parlé qu'il y avait du remblai, probablement que ça ici. shcr.qc.ca. Il y a tout là-dedans, il y a plein de documentation. Si jamais vous voulez poser des questions d'archéo, on me trouve facilement en la Société d'Histoire ou en me cherchant sur Internet. Quand on la voit, le site OK, c'est marqué Aoura, Mazda, machin, là. Vous allez me trouver, finalement, je suis le premier de la liste. Vous allez dans ma page, Merci beaucoup. Je vais juste répéter votre nom, puis s'il vous plaît. Alors, je suis Normand Villeneuve, je suis président du conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge. Parfait.